Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fab. Salut mon copain. Salut Daniel. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'Europa League? Non. On va parler de Champions League? Non. On va parler de Conference League. Et ouais. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est un truc qu'on appelle la C4, qui est arrivé déjà il y a 2 saisons et demie, enfin 2 ans et demi. Ouais. Et on va là se poser un peu la question ensemble sur le tirage au sort qui a été réservé pour le LOSC. Donc Aston Villa, et on va se poser un peu la question ensemble, est-ce que c'est le pire tirage pour le LOSC dans cette Conference League? On va s'arrêter un petit peu, je te propose donc sur les différentes équipes qui sont encore qualifiées, et s'y met ensemble si vraiment Aston Villa c'était le pire tirage, et si ça venait à passer, bon, quelle chance on peut estimer pour les Lillois pour aller au bout. Ça te va mon copain comme bien programme? Sûr. Bon. Projetons-nous. Alors, est-ce que si déjà spontanément comme ça, avant de commencer à faire un petit focus sur les équipes qui sont encore présentes, toi spontanément, est-ce que Aston Villa c'est le pire tirage pour le LOSC dans cette Conference League? Spontanément, comme ça. Je pense pas. Non, je pense pas. Oui, alors c'est une belle équipe. Hein. Le pire, je sais pas. J'aurais peut-être mis une pièce du côté de la Fiorentina, je sais pas, tu vois. D'ailleurs, je vois que t'as mis le maillot. Aston Villa, je dirais pas que c'est le pire, je dirais que c'est candidat sérieux, quoi. Voilà. Candidat sérieux, qui a de vrais atouts, qui fait une super saison. Bon, voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a ce côté-là chez Aston Villa qui, quand tu regardes les équipes, spontanément, t'as pas de mastodonte, on va dire, d'équipes qui vraiment prend toute la lumière. T'as pas un gros d'Europe, on va dire. T'as des équipes. Globalement, ce qui reste là dans le carré, ça a l'air assez équilibré au final. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, et dans ces équipes-là, oui, on va peut-être faire une espèce de hiérarchie dans ces 8 équipes, et peut-être qu'Aston Villa fait partie du haut du panier. Maintenant, est-ce que c'est autant, on va dire, aussi impressionnant que ça pourrait l'être, on va dire, avec des équipes d'un plus haut niveau et avec une plus grosse expérience? Non, je pense que c'est peut-être là où va être la chance des Lillois, c'est que Aston Villa, ça reste on vient de le dire, une bonne équipe qui est 4e de Première Ligue, donc c'est quand même une donnée importante, mais c'est pas non plus une équipe qui est habituée à jouer ce type de compétition européenne depuis une 30aine d'années. Ouais, je suis assez d'accord. Donc Aston Villa, pour moi, oui, évidemment, il va pas falloir du tout les sous-estimer. Maintenant, est-ce que c'est le pire? Voilà, je te propose qu'on s'arrête un peu sur les autres équipes. Voilà, tu vois, là, il y a un match qu'on a, donc Olympiakos-Fenerbahçe. Est-ce que toi, spontanément, Olympiakos-Fenerbahçe, ça aurait été pire que Aston Villa? On va être d'accord, c'est pas pire. Mais ça reste quand même des équipes qui sont qui affichent un niveau acceptable et qui peuvent emmerder un peu tout le monde. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est des équipes qui sont habituées à l'Europe. Tous les ans, ils finissent dans le haut de tableau de leur championnat. Tous les ans, ils font une Coupe d'Europe. Quelle que soit la Coupe d'Europe, ils sont là, ils jouent, ils prennent de l'expérience. Donc, ça reste toujours des gens, tu vois, sérieux à prendre en considération si jamais tu tombes dessus. Maintenant, voilà, un Olympiakos, j'ai envie de te dire, en général, à l'échelle du temps, bon, la balance, elle penche très souvent côté français. Fenerbahçe, j'ai envie de te dire, ça fait un bon moment qu'ils font plus trembler non plus
les équipes, hein, tu vois. Si c'est sérieux, c'est là, mais tu flippes pas quand tu tombes sur Fenerbahçe, quoi, tu vois. Non, Donc, c'est sûr. entre C'est ça. les deux là, je pense qu'ils vont se neutraliser. Ils ont un niveau assez équivalent. Mais derrière, tu vois, si jamais ça devait tomber sur Lille, j'aurais même pas peur pour Lille, quoi. Ah, c'est de toute façon, c'est je reprends le tableau, mais oui, c'est ça en plus. Si Lille venait à passer l'obstacle Aston Villa, ça jouerait Olympiakos ou Fenerbahçe. Donc voilà, je pense que si tu sors Aston Villa et que derrière tu joues une de ces deux équipes, t'es là pour le coup, t'es en situation de favori parce que tu sortirais le gros. Aston Villa c'est parti un peu de l'outsider numéro 1, on va dire, si on devait les déterminer. Mais c'est pas non plus, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ogre de la compétition. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Donc Olympiakos Fenerbahçe, voilà, ça te semble quand même un peu en dessous. Oui, c'est en dessous, c'est un chouïa en dessous. Enfin, au-delà de dire si c'est en dessous ou au-dessus, vraiment, moi, c'est la perception. Je me dis, c'est clairement, je les sens pas comme étant, tu vois, enfin, compliqué à gérer pour le LOSC. Surtout sur le LOSC qu'on a cette année, qui est plutôt dans une bonne dynamique, avec des joueurs en confiance. Et puis il y a du talent, hein, mine de rien, quand tu regardes côté lillois. Hein. Ah bah ça, je te propose qu'on en parle juste. On finit les équipes et évidemment qu'on revient sur le potentiel lillois et limite, comme on le disait en intro, jusqu'où on peut les voir raisonnablement aller. Et je pense que c'est assez intéressant. Donc voilà, Olympiakos Fenerbahçe, on vient d'en parler. Autre confrontation, Victoria Plzen contre la Fiorentina. Donc je vais pas te mentir, la Fiorentina, je pense que ça va passer. Je pense. Hein. Ouais, y a pas trop de débat là. Je pense que c'est bon. Hein, je pense. L'équipe est en plus produit un jeu assez séduisant. Alors c'est pas non plus hyper efficace parce que c'est septième de Serie A et il y a de fortes chances que ça se qualifie pas pour la Coupe d'Europe via le championnat cette saison. Mais c'est une équipe qui joue bien. Il y a des joueurs de talent. Donc un peu comme Aston Villa avec peut-être la référence Première Ligue en moins. Mais ça reste une équipe qui qui est haut du chapeau dans la compète. Donc plutôt à éviter. Pas trop de débat mais pareil, est-ce que Lille a de quoi véritablement faire des cauchemars de la Fiorentina? Je pense pas. Non. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est assez équilibré. Je pense que la seule anomalie, ça reste Pilsen, qui justement, quand on regarde un peu le tableau, c'est qualifié au penalty juste avant contre le Servette de Genève, qui juste avant a joué encore contre une équipe de je ne sais plus, je sais même plus Astana, voilà. un club kazakh. Donc bon, on peut pas, voilà, on va pas se mentir, c'était pas des références de dingue. Ça sent le tirage favorable, le coup du sort sur la partie penalty, c'est exceptionnel hein, que ce soit là, et tant mieux, hein, on va pas. C'est le charme de je pense aussi, c'est le charme de cette compétition, c'est de pouvoir donner l'opportunité à des clubs qui ont plus du tout la capacité, ne serait-ce que même pas de briller, juste d'exister en Europe. Voilà, un Victoria Plzen, c'est généralement sorti au premier ou second tour ou phase de poule de ces trois jusqu'à présent. Et là, ces quatre, te permet, pour un club comme ça, de faire un quart de finale. Et un quart de finale contre la Fiorentina, qui sait? Sait-on jamais sur un malentendu, peut-être tu peux les passer. Maintenant, je vois pas encore une fois la Fiorentina passer à côté, mais ça donne aussi l'opportunité à des clubs qui sont moins médiatisés de pouvoir s'offrir un joli parcours en Coupe d'Europe. Ouais, et du coup, je pense pour terminer sur ce petit tour d'horizon des équipes à venir, enfin des matchs à venir, c'est que j'ai envie de te dire, encore une fois, hein, dans le contexte, l'Aston Villa est-il le pire tirage du LOSC pour le LOSC? J'ai envie de te dire, c'est le moment ou jamais, faut y aller, quoi. Tu vois, si le LOSC ne répond pas présent maintenant, ils vont le faire quand? Ils vont le faire quand? Parce qu'au final, Aston Villa, cette année, c'est très bien, mais les autres années, c'était quoi? C'est une équipe, oui, c'est ventre mou, oui, clairement. C'est ventre mou. Là, ils sont dans une année exceptionnelle, alors que le LOSC, ça fait déjà 3-4 saisons qui nous habituent à être dans le haut du panier. Ils ont même été champions il y a pas très longtemps, hein. Devant un PSG retentissant, mine de rien aussi. Donc, mine de rien, et l'ossature n'a pas extrêmement changé sur ces 5 dernières années. Ouais. Il y a eu de la rotation. Ouais, il y a eu de la rotation. Mais on va dire, certes, il y a eu de la rotation, mais par contre, ça a été quand même vachement bien
on va dire renouvelé. Quand tu vois que par exemple tu passes d'un Mike Maignan à un Lucas Chevalier, bah ok, évidemment le gap, évidemment c'est pas le même, mais on passe pas non plus d'un gardien voilà top niveau à un gardien anonyme de Ligue 1. Tu vois, on passe avec un espoir, un gars qui tape un petit peu même à la porte comme numéro 3 peut-être chez les Bleus. Et puis après, on pourra revenir un peu plus sur d'autres joueurs dans l'effectif, mais il y a de la qualité. Donc voilà. Encore une fois, on l'a dit, voilà, Plitchen, Fiorentina, voilà, il n'y a pas non plus de quoi faire des cauchemars. Et les derniers qui restent, c'est le Club Bruges et le PAOK Salonique. Donc là aussi, encore une fois, c'est des équipes qui sont abordables, qui sont à la portée des Lillois et qui, oui, seront pas du tout à sous-estimer parce que Bruges, ça, ces dernières années, ça a eu des petits parcours en Coupe d'Europe. Le PAOK Salonique aussi, ça peut, l'ambiance là-bas est un peu chaude et tout ça. Mais encore une fois, pareil. Et j'ai envie de te dire, Bruges et PAOK Salonique, allez, à peu de choses près, on est dans un profil assez proche de Olympiakos, ça joue régulièrement l'Europe. Bruges peut-être un peu moins que le PAOK parce que le PAOK ils sont toujours là. Ils sont éliminés très souvent, mais bien tant bien que mal, ils nous ont aussi habitués à certains exploits, hein, surtout là-bas, hein, comme tu le dis. Donc il y a pas mal d'équipes qui ont été en difficulté, donc ça reste des équipes à prendre au sérieux. Et ce qui fait que ce qui est le dernier carré là, je trouve que c'est assez équilibré à part Pilsen. Ça reste assez ouvert. Tout le monde a ses chances, en vrai. Et ça nous montre bien, donc là, ça nous fait une passe décisive sur la suite, c'est-à-dire que ça nous montre bien que, voilà, le plateau est pas excessivement relevé. Et quand on s'arrête un peu plus sur l'effectif des Lillois, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, déjà, Lucas Chevalier, en défense, t'as un Lenny Yoro, en attaque, t'as un Zegrova, un Jonathan David. Quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ce mec-là, c'est une trouvaille incroyable. Moi, quand je le vois jouer, sa patte gauche, toute proportion gardée, hein. Je trouve qu'il a du Robben, le mec. Tu sais, quand il revient dans l'acte, là, il a une main à la place du pied, quoi. C'est dingue. Enfin, une force de frappe, il faut juste qu'il progresse. Il faut juste qu'il progresse mentalement, parce que je l'ai vu trop souvent. Comme t'as dit, c'est un bon exemple, Robben. C'est-à-dire à trop utiliser, on va dire, ses points forts, et à certains moments, peut-être à même frustrer ses coéquipiers. Par contre, on voit bien ce que je te rejoins sur la qualité technique, sur la capacité de dribble et d'éliminer son adversaire. Honnêtement, en Ligue 1, à cette heure-ci, il y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là. Et déclencher la frappe rapide derrière, juste après, hein. C'est exactement ça. C'est fort. C'est très fort. Je sais pas combien de temps ils vont réussir à le garder, hein. Bon, c'est compliqué. Après, on l'a dit tout à l'heure, c'est le projet aussi lillois. C'est-à-dire que tu sais très bien que Lille, malheureusement, pour les supporters, reste un club, entre guillemets, tremplin. Mais, encore une fois, si t'es assez malin, dans ta manière de recruter et que tu travailles assez bien, ce fameux tremplin, tu peux aussi avoir des jeunes de qualité et des joueurs même de qualité. Et pour moi, c'est un peu le cas. Le LOSC cette saison, je dis pas qu'ils sont le favori numéro 1, puisqu'on l'a dit, ça serait plutôt Aston Villa, voire la Fiorentina. Mais sur le papier, Lille, pour moi, n'a pas à rougir face à toutes les équipes, en fait. Hein. Non. Parce que même le milieu, je le trouve vraiment solide. C'est intéressant, tu vois. Là, on a parlé de Zegrova, David, il y a Haraldsson qui est pas trop mal. Au milieu, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Benjamin André. Ah oui. Tu sais, le porteur d'eau, là, le travailleur de l'ongle, de Didier Deschamps, il est tellement utile. Il est là, tellement utile. Il est utile. Enfin, moi, je l'adore, ce gars. C'est une chance énorme de l'avoir. Et puis attends, t'en as d'autres aussi. T'as un Bentaleb aussi qui est arrivé, qui a fait du bien, au milieu. T'as Angel Gomez aussi qui est utilisé de plus en plus. Et pareil, ça nous fera aussi une petite passe sur le travail de Fonseca, parce que j'ai l'impression aussi que tous ces joueurs-là, ils progressent. Et généralement, les joueurs qui progressent, l'entraîneur, il est pas très très loin derrière. Donc t'as ça, t'as un Rémi Cabella qui est toujours là et qui est pareil, peut te rendre de bons services. Et t'as le petit dernier Ayoub Boadi que j'ai vu sur les derniers matchs, qui commence à arriver, qui a 16 ans, qui est une espèce de petite météorite. Honnêtement, il y a vraiment de la qualité. On a oublié un autre qui rentre souvent en phase de Joker cette année, qui a un très très bon, une très très bonne frappe, c'est Yazice.
Oui. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, Yazice, il l'aligne un peu plus haut et généralement un peu en remplacement de Jonathan David quand il l'a fait souffler. Mais t'as raison, Yazice aussi peut jouer au milieu de terrain et voilà, ça te montre encore une fois la qualité que t'as au milieu. Il est souvent convaincant. Il est souvent très convaincant quand il rentre. Donc, je pense qu'il y a de super arguments à faire valoir pour le LOSC. Et puis après, il y a aussi cette dimension psychologique. C'est voilà, c'est la Coupe d'Europe. Donc ces gens-là, on n'est pas à l'abri qu'ils se transcendent aussi, quoi, tu vois. Bien sûr. Maintenant, attention. C'est valable pour tout le monde, hein. C'est valable pour tout le monde, hein. C'est ce que j'allais te dire parce que Lille, faut pas non plus oublier, Lille là réalise sa meilleure performance en Coupe d'Europe. Lille, c'est la première fois que Lille arrive en quart de finale. Donc après, oui, peut-être que cette compétition est plus taillée pour encore une fois tous les clubs français. Je pense qu'ils devraient la jouer à 200% cette compétition parce qu'elle est encore plus taillée pour les clubs de Ligue 1. Mais là, Lille a l'occasion aussi un petit peu d'écrire l'histoire. Alors évidemment, il y a eu la saison du doublé en 2011. Il y a eu le titre il y a pas très longtemps, donc ça pourra pas atteindre ce niveau-là. Par contre, se retrouver ne serait-ce que juste en dernier carré, voire finale européenne, je pense que là c'est aussi le moyen de décrire l'histoire un petit peu de ce club. Et avec tous les joueurs qu'on a cités, tout le talent qu'il peut y avoir, ouais, il peut y avoir ça. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que la ferveur autour du club, est-ce qu'elle sera autour? Est-ce qu'elle sera bien présente? Parce que moi, je pense que ce sera sans faille. Enfin, tu sais, dans le Nord, et pour le coup, moi, j'habite Lille, hein, tu vois, je le vois. Bah, je te pose la question un peu pour ça, tu vois. Je te pose aussi un peu. Est-ce que tu sens un peu une espèce d'effervescence qui monte? Alors, encore une fois, c'est qu'en quart de finale. On est qu'en quart de finale, c'est ça. Les gens en parlent, ils l'attendent, et effectivement, non, mais il y a même pas de doute là-dessus, et j'imagine même pas un instant qu'il n'y ait pas une grosse fête, en fait, à Pierre-Mauroy, quoi. C'est pas possible. Surtout que tu connais la rivalité avec Lens, tu vois, donc, ils ont envie de répondre présent dans des grands rendez-vous comme ça pour montrer que, voilà, Lille, c'est aussi une ville de foot. Pas que Lens, quoi, tu vois, alors que c'est souvent eux, tu vois, qu'on cite en exemple. Ces derniers 18 mois, c'est les 18 derniers mois, on a beaucoup parlé de Lens entre la saison dernière, la deuxième place, plus cette saison, ils faisaient la Ligue des Champions, le match contre Arsenal et tout ça. C'est vrai que là, Lille a été un peu relégué au second plan. Donc là, c'est aussi un peu le moyen peut-être de prendre la revanche aussi pour les Lillois. Pour les supporters. Ouais, complètement. Mais globalement, juste entrevoir le fait que dans le Nord, il n'y ait pas une effervescence qui soit au rendez-vous, c'est juste impensable, je pense. Mais même globalement, quand on élargit un peu le spectre, il se passe des choses vraiment intéressantes dans le Nord, hein. Entre Lens, Lille, même Dunkerque qui est en train de faire une remontée incroyable, là. C'est incroyable. Dunkerque, c'est complètement dingue. S'ils arrivent à obtenir ne serait-ce que juste les playoffs, ça serait déjà une perf de dingue parce que ils étaient en train de jouer le maintien il y a 8 jours déjà. Ils étaient aux fraises. Complètement aux fraises. Hallucinant. Le comeback, il est incroyable, le comeback. Mais bon, on referme la parenthèse, Nord. Mais effectivement, je pense que de ce côté-là, il y a aucun souci. Mais, après, là, si on commence à aller un petit peu dans le détail, je pense qu'il faut aller regarder un peu les chiffres, savoir, tu vois, quelles sont les oppositions et à quel moment on peut dire, là, il y a un doute là où, là, ça peut jouer, voilà, sur quelle force il pourrait s'appuyer. Moi, globalement, je regardais un petit peu les stats, j'ai comparé ce qu'ils font en championnat, pas en Coupe d'Europe, j'ai pas réussi à trouver des stats équivalentes, mais grosso modo, la balance, niveau statistique penche sur côté Aston Villa, notamment pour tout ce qui est les buts marqués, forcément. Alors, moi, ce qui se dégage, c'est qu'effectivement, Aston Villa a marqué plus de buts. Ouais, voilà, ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont marqué 60 buts. Aujourd'hui, le LOSC m'a marqué 37. Donc, ok. En revanche, pas tout ça, mais ils en ont encaissé quand même 42. Ah oui. La défense côté Aston Villa, c'est pas la qualité première de cette équipe, hein. Là où le LOSC, on a encaissé 23. Ouais. 2 fois moins. Voilà. Ça peut jouer. C'est pas un petit détail. Ouais, c'est pas rien. Donc, c'est super intéressant. Et globalement, là où va se dégager le LOSC, alors à peu de choses près, ça se joue vraiment à rien, mais les statistiques sont favorables au LOSC. C'est surtout ce qui est duel gagné. Les duels aériens,
les duels au sol, les interceptions, les tacles, les clean sheets aussi. Tiens, tu vois, typiquement on parlait de ça, mais aujourd'hui la défense lilloise, elle peut attester de 14 clean sheets versus 6 pour la Aston Villa. C'est pas rien. Donc on a quand même une défense solide qui sait gérer cette situation. Je suis d'accord. Après, t'es aussi à pondérer aussi avec le côté en première ligue, la concurrence est quand même sacrément élevée aussi. Et même quand tu joues le 18e, bon, bah, ok, tu peux ne pas faire le clean sheet, mais bon, quand tu vois la gueule du 18e et l'effectif et les joueurs qui peuvent y avoir, voilà. Maintenant, oui, t'as raison. Sur le papier, Lille me semble, et je pense que les stats le montrent, mais c'était même l'idée que j'avais. Pour moi, Lille a une meilleure défense sur le papier que celle d'Aston Villa. Pour le coup, on a même presque un profil de match qui se déciderait, tu vois, typiquement où on pourrait voir Lille fort sur ses appuis défensifs et partir en contre avec ses flèches devant. Alors ça, c'est ce qui pourrait se dégager, mais la question c'est est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça face à un adversaire comme Aston Villa qui du coup attaque aussi beaucoup, quoi, tu vois. Et puis il y a un paramètre qu'il faut pas non plus enlever, c'est que attention, Aston Villa, ok, il y a des interrogations, peut-être le club, les joueurs, tout ça. Maintenant, il y a un paramètre qu'il faut pas du tout oublier, hein, c'est que l'entraîneur d'Aston Villa, c'est Unai Emery. Et Unai Emery en compétition européenne, attention les amis. Il a un chouïa d'expérience. Oui, on peut dire que les 4 Europa League qu'il a déjà remportés peut lui donner une certaine confiance pour jouer ce type de match-là. Oui, il connaît. Bon, après, c'est pas la même équipe, c'est pas le même contexte. C'est pas les mêmes joueurs. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Il a essayé de le faire au PSG, il a pas réussi. Bon, voilà. C'est à la fois l'homme qui a coaché pour la remontada, mais qui avait aussi coaché 3 semaines avant le 4-0 contre le Barça. Oui, mais bien sûr. Tu vois. Donc c'est aussi pour montrer que là, pour le coup, ce type de match-là, normalement via le staff et via le coach, bon, il va être bien préparé. Tactiquement, ça devrait être bien préparé, mais là aussi, le LOSC a des arguments à faire valoir parce que Paulo Fonseca, c'est pas non plus le premier entraîneur venu. Il a aussi un style de jeu bien à lui et une manière bien à lui qui fonctionne d'aborder les matchs. Donc oui, je pense que ta vision avec peut-être un Aston Villa qui va plus avoir le ballon et Lille qui va être obligé de jouer en transition, ok. Mais je te rejoins là aussi dans ta deuxième partie. Attention à ne pas trop laisser le ballon à ce point-là à Aston Villa parce que derrière aussi, Lille peut aussi galérer après à revenir dans le match, tu vois. Au-delà de ça, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que tu vois, c'est que si on arrivait à dégager ce genre de profil-là en quelques secondes, c'est que du coup, ce qui me ferait peur, c'est que le LOSC soit trop prévisible en fait. Face à un génie comme Unai Emery, pardon, c'est du pain béni, tu vois, d'avoir ce. Alors, on imagine bien que Fonseca, voilà, il a toutes les compétences nécessaires pour aller. Bien sûr. Mais là, c'est un duel de coach aussi, là. C'est ça, et bien souvent, on est très étonné par ce qu'on peut voir sur la pelouse. On se dit, non, il ne va pas faire ça quand même. Non, il l'a pas mis là, le mec. Non, mais, allez-y. Ils vont faire comme ça. Et puis au final, tu prends des buts de casquette, comme dans tes cauchemars, tu te dis, mais les trucs les plus évidents, en fait, se passent. Alors que même moi, si j'étais sur le bord de la touche, j'aurais pas fait, quoi, tu vois. Mais bon, en même temps, là, on fantasme beaucoup parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait jamais, tu vois, les comportements des joueurs. Bien sûr, non, mais ça, encore une fois. Le coach à certains joueurs, on n'en sait rien, quoi. C'est exactement ça. Et là, on est juste obligé on va dire, de se projeter un petit peu avec les éléments qu'on a et quelques jours avant le match aller. Maintenant, voilà, il y aura un match aller et retour. Ça semble une banalité, mais évidemment, dans ce genre de match-là, ça se joue sur 180, voire peut-être même plus s'il y a des prolongations, voire des pénaltys. Donc, c'est aussi une approche mentale à avoir d'un vrai match de très haut niveau, parce que pour le coup, certes, c'est un quart de finale de C4, certes, mais sur le papier, tu joues le 4e de Première Ligue, Unai Emery et tout ce qu'on a dit avec. Donc là, c'est vraiment le match le plus important de la saison des Lillois. On pourra peut-être disserter en se disant peut-être que les places pour le top 4 et les matchs pour finir dans le top 4 seront aussi importants. Pour moi, je pense que la Coupe d'Europe a une autre saveur, un autre parfum, et que c'est pour ce type de match-là que les joueurs pros, généralement, ils se subliment ou au contraire, ils passent à côté. Donc, pour moi, c'est vraiment là que va jouer sa saison
Lille, mais pour plein de raisons, et on vient d'en parler, il y a plein d'éléments qui laissent penser que Lille va avoir sa chance dans cette double confrontation et qui partent pas, on va dire, comme une victime expiatoire avant de commencer le match. Toi, tu te mouillerais là quand même pour faire un pronostic là sur ce match? Écoute, sur le papier, moi, pour répondre à la question du débat, pour moi, c'était le pire. Maintenant, si tu me poses la question de savoir s'il passe ou pas, là, j'ai beaucoup moins de certitude sur le fait qu'Aston Villa passe. Il y a un dernier point qu'on n'a pas précisé, mais ils ont perdu aussi un Bouba Kamara qui était indispensable dans le milieu de terrain et qui réalisait une super bonne saison. Il s'est fait les croisés, il reviendra pas, il sera évidemment pas là. Je saisis la balle au bon. Alors, tu parles de Bouba Kamara, effectivement blessé, mais Aston Villa a aussi dans son effectif deux Français qui connaissent bien la Ligue 1 et dont un qui connaît très bien le LOSC, c'est Lucas Digne. Et Gavi, du coup, qui connaît bien la Ligue 1 aussi, donc ça peut aussi leur donner des motivations, tu vois. Et si on va par là, il en reste un dernier. Lui, il est pas français, mais par contre, il va avoir un petit rôle un petit peu particulier à revenir. Ah, le gardien. Notre ami Dibu Martinez, je pense qu'il va être attendu un minimum par le public lillois. Donc ça aussi, ça va rajouter. Bon, après, encore une fois. En tout cas, j'espère qu'ils vont lui faire une belle fête. Je pense que ça va pas manquer. Je pense qu'honnêtement, il va avoir un petit accueil très particulier et très personnel. Vraiment, rien que pour lui. Mais voilà, ce qu'on vient de dire par là, Lille a des chances. Aston Villa est quand même assez gros. Maintenant, tu m'as demandé de me mouiller. Il faut trancher là. Allez, je tranche. Je pense que Lille sort Aston Villa. J'y crois aussi. Moi, je pense à l'aller, ils vont faire un gros nul et match retour, ils vont se qualifier avec un but d'écart, tu vois. Oui, je te rejoins. Je pense que ça sera pas une victoire éclatante avec un 3-0 ou un 4-0 Madine Jean-Louis Gasset avec l'OM contre Villarreal, mais je pense que Lille a les moyens de se qualifier et je mets ma petite pièce et ça rejoint. On avait fait un débat en tout début d'année sur la chaîne, enfin tout début de saison sur la chaîne. J'avais défendu la théorie que Lille pouvait faire une épopée en Conference League. Bah, tu vois. Donc je reste un peu sur la même ligne. Donc là, sortir à Aston Villa, ça commencerait véritablement l'épopée. Bah c'est surtout que ça pourrait être un déclencheur, parce qu'au final tu sors à Aston Villa qui est quand même un des gros morceaux qui reste. Maintenant. C'est toujours ça aussi qu'on est obligé de faire, c'est que nous on raisonne en tant que Français là, tu vois, on analyse Lille, mais si j'étais à la place, tu vois, d'un blogueur italien ou anglais, comment je visionnerais Lille, tu vois? Bah, bien sûr. Je suis content de tomber contre Lille, tu vois. Bah, bien sûr. On a fait le même débat sur le Benfica est-il le meilleur tirage pour l'OM? Mais est-ce que l'OM n'est pas le meilleur tirage pour le Benfica aussi? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a la perception française, comme tu viens de le dire, et il y a aussi la perception à l'étranger. Lille, on l'a dit tout à l'heure, ça a jamais fait de quart de finale, c'est la première fois que ça fait quart de finale. Donc sur la crainte européenne, pareil, Lille, ça aspire pas à la crainte. Maintenant, si tu regardes de plus près, tu regardes l'équipe comment elle joue, comme on vient de le dire, les joueurs, l'effectif, le club, là tu te rends compte que Lille, attention, c'est peut-être un trompe-l'œil, mais sur le papier, Lille c'est pas un gros. Je pense que c'est le mot. Ouais, t'as raison, c'est le bon mot. Enfin, à mon avis, c'est un bon trompe-l'œil parce qu'ils ont les compétences pour faire quelque chose de sérieux, quoi. Donc toi, par contre, là je te dois poser la question pour terminer notre débat. Toi tu les vois passer. Moi je les vois passer. Ok. Moi je les vois passer. Je les vois bien faire un exploit là-bas, aller faire un gros match nul et finir en trombe ici là avec une ambiance de folie à Pierre-Mauroy pour aller chercher. Et ça va jusqu'en finale. Mais je crois même que je vais aller chercher des billets. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Franchement, il y a moyen de passer une belle soirée. Et derrière, vraiment pour terminer notre débat, il nous reste 1 minute. Derrière, ça va jusqu'en finale. Si ça passe à Aston Villa. Oui, enfin derrière après c'est Olympiakos Fenerbahçe. Pour moi, je serais super déçu si pour le coup tu passes à Aston Villa et derrière ça cale contre Olympiakos ou Fenerbahçe. Hein. En même temps, on est en train de parler du fait que mine de rien, ils vont se qualifier à l'arrache contre Aston Villa moyennant 2 gros matchs, qui peut potentiellement dire qu'en cours de route tu laisses des plumes.
Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. tu pourrais arriver contre un Olympiakos et Fenerbahçe avec des joueurs clés en moins, Des joueurs suspendus, des joueurs carrière et cassés, et encore une fois, et en plus, on l'a pas précisé, mais Lille joue en plus le top 4, eux aussi en première, en Ligue 1. C'est-à-dire, il y a encore la Ligue 1 et ils sont bien en course, donc, Peut-être qu'il va falloir faire un choix. Peut-être qu'il faudra faire un choix sur la fin. Mais bon. Ouais. Bon, en tout cas, on est quand même assez confiant. Ça va être le mot de la fin pour notre débat. On est quand même assez confiant pour les Lillois. Et ça ferait plaisir, encore une fois, qu'un club français puisse aller loin dans une compétition européenne. On n'est pas habitué. Carrément. Bon, et ben, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce débat. Merci de m'y avoir convié et comme d'habitude, c'est un vrai plaisir. Et puis bah écoute, tu sais, tu reviens quand tu veux à la maison, t'es chez toi ou c'est copain. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, Aston Villa c'est le pire tirage pour le LOSC. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, dit ouf. Elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin t'es grillé quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était un entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.